Je pense que quand on a accès aux personnes qui sont intéressées d'abord par l'art contemporain et donc plutôt jeunes, et c'est cela qu'on voudrait un peu aussi attirer vers la partie ancienne, un des biais qui est intéressant, c'est de leur montrer que souvent l'art moderne, donc courant du XXe et encore l'art contemporain, n'a de cesse de s'inspirer de l'art ancien. Chaque objet d'art a une histoire à raconter. Une histoire qui devient un mythe qui devient légende. Bienvenue sur Rosso Antico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Découvrez les histoires inspirantes des femmes et des hommes, experts, galéristes, collectionneurs, qui agissent à l'unisson pour rendre ce secteur vibrant et riche en découvertes, avec l'amour et la passion pour l'art et la beauté qui les guident au quotidien. Partez pour un voyage unique, où la tradition et l'expertise se mêlent aujourd'hui à l'innovation et à la technologie, où des nouveaux enjeux sociétaux et juridiques rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Je m'appelle Borna Scognamiglio, je suis le PDG et fondateur de Mikleman & Co. Et ça, c'est Rosso Antico. Jean Gaucher, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Écoutez, je vais très très bien. C'est vrai que c'était un parcours des mondes bien chargé. Donc je suis content que ce soit fini, mais en même temps triste parce que j'aurais voulu visiter plus de galeries, voir plus de monde. Mais en même temps, on ne peut pas tout faire. Mais c'était l'occasion pour vous passer vous voir. Et on s'était dit, tiens, ça serait très sympa d'enregistrer un épisode de Rosso Antico. Parce que je crois que vous avez beaucoup de choses à nous raconter, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et donc, Jean, la première question que je vous pose, c'est de vous présenter. Merci, ravi. Écoutez, tout d'abord, oui, j'étais ravi de faire votre connaissance lors du Parcours des Mondes et c'est vrai que ça a été une bonne occasion pour parler de cette possibilité et la réaliser, la possibilité de ce podcast. Donc, je m'appelle Jean Gaucher, j'ai 37 ans et je travaille dans le domaine de l'art asiatique en tant que marchand et expert pour les salles de vente depuis mes 22 ans. J'ai fait des études à Shanghai entre 16 et 17 ans pendant une année, des études notamment du mandarin, mais aussi des études de l'art chinois, là-bas sur place, puis à Boston pendant 2 ans, et ensuite je suis devenu donc par choix marchand tout d'abord à Nice, puisque c'est de là dont mes parents sont originaires et dont on est originaire. Puis j'ai eu un séjour à Londres où j'ai fait la même activité et ensuite à nouveau le sud et Paris maintenant depuis 6 ans. Super, Jean, sacré parcours. Et donc, juste par curiosité, parce que vous parlez avec un égyptologue, donc je suis plutôt dans l'archéologie du bassin méditerranéen, voire donc classique. Qu'est-ce que ça fait d'être passionné par l'art asiatique, qui est d'ailleurs très vaste? Donc, vous êtes spécialisé dans un domaine ou bien, donc, bien sûr, avec les années, vous avez pu élargir votre scope et d'études et donc d'activité? Oui, tout à fait. Alors, ça a été un peu nécessaire aussi professionnellement, par passion bien évidemment, mais aussi professionnellement, parce que c'est vrai que c'est difficile d'être déjà marchand dans un domaine extrêmement spécialisé. Par exemple, imaginons les jades 18e chinois uniquement. Bon, c'est difficile d'en faire commerce à un niveau national et international si on fait que ça, surtout en étant basé en France. Et c'est vrai que j'ai donc petit à petit mon attrait s'est montré vers l'art aussi japonais, puis l'art vietnamien, aussi selon l'évolution du marché, et puis aussi par curiosité et pour pouvoir répondre aux demandes que j'avais ou aux objets auxquels j'étais confronté, et tout d'abord comme marchand et puis ensuite comme expert. Ok, super, merci beaucoup. Et justement, donc si aujourd'hui, vous pouviez nous dire quelle est la mission professionnelle que vous nous donnez, sachant que donc, vous avez des casquettes complémentaires qui font de vous donc, un profil à 360 degrés. Alors, la mission la plus simple et la plus basique et que j'ai toujours eue depuis que j'ai démarré ce métier, c'est bien évidemment d'essayer de
trouver les objets les plus rares et de les remettre, entre guillemets, sur le marché, de les sortir de collection pour les remettre sur le marché, de les sortir d'un endroit où ils sont, peut-être pas toujours au meilleur endroit, peut-être pas toujours dans les meilleures conditions, etc., et de les remettre dans le marché pour qu'ils soient reconditionnés, qu'ils arrivent soit dans des musées, soit dans des collections euh, modernes et actuelles avec des conditions de conservation optimales, etc., etc. Ça, c'est un peu le début. Ensuite, évidemment, donc on est deux à opérer au sein de ma société avec Anna Carviel que vous avez rencontrée. Et tous les deux, on essaye donc de répondre aux demandes qui nous sont données, bien évidemment pour l'expertise et pour les ventes aux enchères. Et ce qu'on essaye de mettre en avant pour se différencier des autres acteurs dans ce marché, c'est de répondre avec la plus grande rapidité, donc d'utiliser les technologies, toutes les technologies qui sont à notre disposition pour pouvoir être réactif et rapide et répondre sur le moment. Évidemment, quand vous avez un commissaire-priseur qui est dans un inventaire et qui a besoin d'informations sur le moment, on ne peut pas répondre à son email 5 jours plus tard en lui disant: «Ah oui, les pièces sont très intéressantes». Non, il a besoin que ce soit de suite et c'est vraiment ça qu'on met en avant. Premièrement et deuxièmement, il y a un autre point, en fait, le fait que j'ai cette expérience de marchand et ensuite qui a aussi pris une casquette d'expert et de conseil pour les maisons de vente, me permet de comprendre un petit peu les 2 acteurs du marché et donc de travailler avec les 2. C'est vrai que souvent, ceux qui ont toujours été plus du côté scientifique et de l'expertise, mais qui n'ont jamais fait commerce des objets, ne vont pas obligatoirement, tout d'abord, bien s'entendre et aussi arriver à comprendre les problématiques d'un marchand qui, lui, a besoin, comme je vous le disais, de réponses rapides, mais aussi il a besoin qu'on comprenne qu'il a des prix d'achat à respecter au niveau de la revente, qu'il a, enfin, l'ensemble des problématiques d'un marchand. Et les ayant eu moi-même, c'est vrai que je pense que j'ai une facilité à travailler avec ces gens-là, qui sont quand même encore aujourd'hui, et j'espère pour longtemps, des acteurs importants du marché. Donc, ça me permet de pouvoir répondre non seulement à des collections privées ou des personnes qui ont des objets dont ils ont hérité et qui veulent les vendre, ce qui est, on va dire, entre guillemets, assez simple. Il faut juste avoir un bon feeling social et tout se passe bien, mais aussi avec des professionnels avec qui c'est une relation un peu plus délicate, mais à laquelle je suis habitué. Et j'avais une question, ça m'a fait beaucoup réfléchir et je pense que ça serait intéressant aussi pour nos auditeurs. C'est la spécificité du marché de l'art français, dans lequel souvent le marchand et l'expert peuvent cohabiter, voire être la même personne. Je m'explique. Quand on fait des ventes aux enchères, est-ce que l'expert doit être que expert ou est-ce qu'il y a un peu une transition entre l'expert et le marchand? Alors, c'est en effet une très bonne question qu'on m'a déjà posée, parce que c'est vrai que mon cas de figure existe avec d'autres personnes dans d'autres spécialités, mais c'est pas obligatoirement la norme. Il y a vraiment en France, comme vous l'avez dit, ce système avec des cabinets d'expertise qui consultent pour les maisons de vente. En effet, la plupart des cabinets d'expertise font aussi du commerce, parce que certains collectionneurs, certaines personnes qui ont des objets d'art vont aller se tourner vers eux directement au lieu de passer par une maison de vente et eux vont parfois avoir des clients collectionneurs avec qui ils sont habitués à travailler et ils sauront que, par exemple, telle pièce qui leur est présentée les intéresse. Si, le vendeur est intéressé, d'accord, veut éviter une maison de vente pour diverses raisons, pour la confidentialité, pour pouvoir peut-être économiser quelques frais ou que sais-je, à ce moment-là, ça peut se faire. Donc, c'est à ce moment-là une activité de marchand, mais qui est un petit peu, on va dire, dissimulée et pas. Donc, moi, j'ai vraiment décidé de le faire à l'air libre et ouvert et au contraire, en toute transparence. Donc, la seule chose importante et que j'essaye de mettre en place au quotidien dans mes 2 activités, c'est d'être le plus clair possible et de bien faire la distinction entre mon activité de marchand que je peux faire en allant à l'hôtel de Rouault et en achetant des pièces qui me plaisent, en les revendant, et l'activité d'expertise quand on m'envoie dans un inventaire où il est absolument hors de question de même pouvoir imaginer acheter ces pièces ou quoi que ce soit. C'est une autre casquette, je suis un autre personnage et je joue les 2 rôles de manière très distincte. Je voulais vous demander si vous aviez 2 objets à l'histoire, absolument, passionnante. J'en ai une qui est assez intéressante, qui est arrivée relativement récemment, avec un monsieur qui nous appelle. C'est une collection en Bretagne. Ce monsieur a divers objets qu'il veut vendre. Donc, on achète diverses choses, dont un lion en pierre, qui s'appelle en chinois un bixier. C'est un lion en pierre d'époque Han,
un modèle un peu assez petit, donc il faisait peut-être, entre 40 et 50 centimètres de long. Très jolie pièce, donc on la publie, dans notre, catalogue de la collection 2024 et suite à la publication de ce catalogue, on fait donc, un salon à Hong Kong, fin mai dernier, où on expose, nos peut-être 150 pièces sur ce salon. On les arrange bien, on fait vraiment un beau stand et cetera et ce lion est là, il suscite un intérêt modéré, disons, auprès des clients et puis au troisième jour, un monsieur arrive, nous montre je l'avais mis en couverture de catalogue, donc nous montre la couverture du catalogue et puis me dit: «Bon, où est cet objet?» Alors je lui montre: «Devant toi», il le voit, il s'en va et puis une autre personne, il revient avec une autre personne, 8 un quart d'heure après. Ce monsieur, d'une quarantaine d'années, fort sympathique, chinois, qui parlait un anglais moyen, mais enfin on pouvait quand même communiquer, me demande le prix, discute très peu pour, ce qui est pas habituel avec des clients chinois et puis, me dit: «Bon, bah, c'est bon, je vous le prends». Donc c'est vrai que normalement, ça se passe pas vraiment comme ça quand on fait des transactions avec la clientèle chinoise. Suite à ça, on discute un petit peu plus et en fait, ce monsieur avait, est un collectionneur, un industriel basé à Shanghai, collectionne et il avait une photo de son fils près d'un lion similaire, mais en grand format, puisqu'il existe normalement en grand format, c'est des lions, protecteurs de tombes et il cherchait une pièce pour offrir à son fils et il avait vu sur la publicité des organisateurs du salon, ma pièce. Il a pris son avion de Shanghai pour venir à Hong Kong sans nous passer le moindre coup de fil, et est arrivé sur le stand et l'a acheté immédiatement pour après nous expliquer le pourquoi du comment. Donc c'est vrai que c'était et une personne aussi d'une gentillesse et d'une sympathie peu courante. Donc c'était vraiment assez agréable. Je rebondis sur ce que vous dites. Ma question, c'est aujourd'hui, pour vous, l'esprit de collectionner, le collectionnisme, est-ce que c'est quelque chose qui finalement est invarié ou bien il y a quand même des aspects qui ont un peu changé? Alors, le chapitre de collectionner est très intéressant. Est-ce qu'il a évolué au fil du temps? Oui, certainement. Je pense qu'il a évolué du fait, c'est pourtant pas le plus important, mais ça le devient pour beaucoup de personnes, du fait de faire des investissements. On en parle beaucoup, beaucoup de gens savent qu'il y a des avantages à investir dans l'art, et cetera. Je pense que ça a fait évoluer, qu'on avait vraiment affaire à une clientèle de passionnés avant, dans le temps, quand on voit les collections dans lesquelles on peut parfois tomber, on voit, les registres qu'ils tenaient, on voit les recherches qu'ils faisaient, on voit souvent les bibliothèques qu'ils avaient en parallèle de leurs objets. On comprend que c'était vraiment des passionnés et des personnes qui voulaient arriver à comprendre, qui se rapprochaient des plus grands, non seulement pour acquérir les meilleures pièces, mais aussi pour pouvoir comprendre mieux, se faire expliquer des détails et cetera. Ils entretenaient les correspondances avec des conservateurs de musées, avec, parmi les plus grands marchands et cetera. Aujourd'hui, c'est pas obligatoirement comme ça. Il y en a encore, mais il y a beaucoup la partie, d'investissement. J'achète, je veux un rendement, comment ça va se passer, qu'est-ce que ça va valoir, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est une des évolutions. Et, et justement, est-ce que le marché de l'art asiatique, est-ce que lui, il a subi des évolutions de public, de marché? Alors, évidemment, il a évolué assez vite puisque on va dire qu'il a commencé à vraiment, boomer dans les années 2000-2010, jusqu'à arriver à un pic et ensuite il a subi ce que je pense beaucoup des marchés subissent dans le domaine de l'art. C'est-à-dire que toute la partie du moyen de gamme est aujourd'hui beaucoup moins recherchée et ça s'est passé dans les 4-5 dernières années et par contre, évidemment, les pièces les plus importantes, les plus rares, les pièces impériales, toutes les pièces, top, celles-là continuent à augmenter, le marché continue, leur prix augmente, elles sont de plus en plus recherchées et cetera. Ça, je crois que c'est quelque chose qui s'applique un peu à tous les domaines. Donc il y a une manière comme ça d'épurer le marché pour vraiment, se concentrer sur, les pièces, les plus importantes. Ensuite, pour ce qui est de l'art ancien, je pense que le concept des provenances est devenu indispensable. Vous avez dû le voir dans, l'archéologie, c'est complètement indispensable et ça s'applique de plus en plus à tous les domaines et notamment, à l'art asiatique, surtout aux pièces archaïques évidemment, mais aussi, on va dire que le curseur remonte petit à petit vers, les époques, Song, Yuan,
Ming et même dans les Qing, dans le début des Qing et milieu Qing jusqu'à Qianlong, Yongzheng, etc. Si on a des provenances, tout change. On ne s'adresse plus à la même clientèle, c'est plus les mêmes prix, ça fait vraiment une grosse différence. OK, d'accord. Et justement, en termes de clientèle, vis-à-vis que vous êtes sur un marché non européen, est-ce que, votre clientèle est une clientèle qui se tourne vers, l'Extrême-Orient? Est-ce que vous avez, beaucoup d'acteurs, chinois ou est asiatiques? Ou bien vous avez un bon socle aussi de clientèle européenne, voire, entre guillemets, «occidentale»? Alors oui, c'est principalement une clientèle asiatique, que ce soit pour l'art chinois avec des personnes chinoises, que ce soit pour l'art vietnamien avec les Vietnamiens. C'est vraiment avec eux qu'on travaille principalement pour la revente, pour monter les collections, pour enrichir leurs collections, etc. C'est basé là-bas. Et c'est très différent du peu que je peux connaître des collectionneurs européens, puisque là-bas, on a un renouveau. Ce sont autant l'un que l'autre, le Vietnam et la Chine, sont deux pays qui sont quand même encore aujourd'hui en expansion. Et on a une clientèle plus jeune qu'en Europe et plus fortunée. Voilà, ça permet d'avoir une vision du marché qui est très différente. Et oui, je me demandais, est-ce que ces publics-là sont, aussi intéressés par, l'art, du bassin méditerranéen, donc Rome, Grèce, Égypte ou Proche-Orient? C'est une très bonne question. Je pense que oui. C'est pas toujours évident. C'est-à-dire que c'est pas nous, par exemple, qui faisons ce salon à Hong Kong une fois par an. C'est pas en amenant une pièce archéologique, et j'ai déjà fait l'essai, et en la proposant, qu'on peut séduire par cœur des personnes qui ont un esprit curieux de tout. Mais en fait, ils agissent de manière très organisée. Et oui, en effet, par exemple, pour les monnaies de collection, les monnaies anciennes, grecques ou romaines, etc., parmi les plus gros collectionneurs sont des personnes asiatiques et des Chinois. Pareil pour les timbres, mais on parle de timbres, mais on ne parle pas que de timbres. Évidemment, il y a les timbres chinois, mais aussi les timbres les plus rares, français ou autres, européens, américains, etc. C'est souvent des acheteurs asiatiques. Donc oui, oui, c'est le cas. Ils sont intéressés évidemment par le luxe, on le sait, toute la partie du vin, toute la partie des bijoux, etc., mais pas que, aussi par d'autres domaines au sein de l'art. Et vis-à-vis donc de votre public et de votre clientèle, est-ce que vous voyez des points d'attache assez faciles avec le marché de l'art contemporain? Est-ce que c'est une clientèle, celle que vous visez principalement, qui est plus, transversale dans ses achats, dans ses acquisitions? En effet, oui, je pense que quelqu'un qui est sensible à l'art en général peut être sensibilisé si d'abord il arrive et il est baigné dans l'art contemporain, peut être ensuite sensibilisé à l'art ancien et inversement. Est-ce que c'est le cas avec la clientèle asiatique? Ça peut arriver. C'est vrai que souvent les collectionneurs, et on parlera si on a le temps de comment collectionner, à mon avis en tout cas, mais souvent les collectionneurs sont des personnes qui se spécialisent dans des domaines, au moins dans des domaines, et ensuite au sein même du domaine, ils vont choisir encore des spécialités. Par exemple, pour ma partie, l'art asiatique, l'art chinois, puis au sein de l'art chinois, il y a des collectionneurs de mobilier Ming en Wangwali, en Zitan, où il y a des collectionneurs de jade archaïque, où il y a des collectionneurs du grand classique de porcelaine impériale. Donc, c'est peut-être pas obligatoirement ceux-là qui vont aussi acheter un Rothko, un Picasso, puis de l'art contemporain carrément en allant à Asiana, et cetera, et cetera. Mais bon, il peut quand même y avoir quelques croisements. Maintenant, comment susciter leur intérêt? C'est une chose à laquelle j'ai déjà réfléchi pas mal. Je pense qu'il est important d'essayer, si quand on a accès aux personnes qui sont intéressées d'abord par l'art contemporain, qui sont en général des personnes qui ont des moyens et donc plutôt jeunes, et c'est ceux-là qu'on voudrait un peu aussi attirer vers la partie ancienne. Et je pense qu'un des biais qui est intéressant, c'est de leur montrer que souvent, l'art moderne, donc de courant du 20e et encore l'art contemporain, tout ce qui est fabriqué aujourd'hui, n'a de cesse de s'inspirer de l'art ancien, de prendre source, on va pas dire de recopier, mais de vraiment, voilà, trouver l'inspiration dans l'art africain, comme a pu le faire Picasso, dans l'art asiatique, dans, heu, l'art antique, grec, et cetera, et cetera. Et je pense que cette passerelle-là peut permettre de susciter un intérêt où la personne va avoir, une œuvre d'art contemporaine au mur qui s'est inspirée de, par exemple, art grec,
et pourra acheter une pièce correspondant et faire, il y a une explication qui va avec, qui pourra lui paraître logique, intéressante. Et justement, vous avez évoqué le sujet de comment fait-on pour bâtir une collection. C'est aussi une partie de votre métier. Je serais ravi que vous nous en disiez plus, c'est-à-dire voilà, quel est un peu aussi votre rôle de advisor pour aider les collectionneurs. Alors, c'est vrai que oui, collectionner, c'est quelque chose de très personnel. Donc avant de penser à de l'investissement, avant de penser à son budget, avant de penser à ce que ça va valoir plus tard, est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais perdre, j'essaye toujours de pousser les gens à aller vers ce qu'ils aiment. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison que ça va être des pièces qui vont les entourer, avec lesquelles ils vont vivre, et c'est le plus important. Imaginons le pire des cas, des achats, un choix de collection dans un domaine qui ensuite, bon, par malchance, n'est pas trop porteur. On est entouré de pièces qu'on comprend, qu'on a étudiées, qu'on aime, et donc à partir de là, on peut toujours n'être qu'heureux d'avoir fait cette collection-là. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil, c'est d'essayer de faire ses choix en fonction de ses goûts et non pas de ce que l'un ou l'autre va dire parce que le marché va évoluer de telle ou telle manière. Maintenant, évidemment, c'est important de bien s'entourer, donc d'essayer de s'entourer avec, une fois qu'on a choisi, qu'on a un petit peu compris ses goûts et qu'on comprend dans quelle voie on veut s'orienter pour sa collection. Très important de bien s'entourer, d'être bien conseillé pour acheter au bon prix, pour acheter des pièces originales, pour que les provenances soient irréprochables. Ça, c'est extrêmement important et ça fait partie du futur de la collection, puisque le jour où elle sera passée par descendance, où elle sera revendue, s'il y a tout un pédigré avec et que le choix a été bien fait, que ça a été acheté auprès des plus grands, normalement, ça se fonctionne toujours bien. Quelle que soit l'évolution du marché, ça fonctionnera bien. Donc ça, c'est très important. Et puis ensuite, de non seulement évidemment d'investir son argent dans les pièces, mais aussi de s'y intéresser personnellement. Donc de vouloir acquérir la connaissance, de avoir une bibliothèque qui corresponde, de vouloir comprendre, de s'intéresser au marché. Important, je pense, on en a parlé, de spécialiser sa collection, de pas vouloir. Il y a les deux styles. Il y a ceux qui vont vouloir, par exemple, deux, trois pièces top un peu dans tous les domaines. C'est très intéressant, c'est des bons investissements, mais je ne suis pas sûr que ce soit une collection vraiment homogène. Donc, pour une collection homogène, c'est-à-dire qu'on choisit un domaine et au sein de ce domaine-là, on va essayer d'avoir un petit peu toutes les pièces phares. Le fait de les rassembler, parfois, peut aussi ajouter de la valeur à chaque pièce individuellement. C'est-à-dire qu'une pièce individuelle vendue seule va valoir X, mais si elle est au sein d'une collection avec toutes les pièces auxquelles elle peut correspondre et que la collection est vraiment homogène, l'ensemble peut ajouter une valeur à chaque pièce. Très bien, excellent. Tout à l'heure, vous disiez, donc il y a aussi de l'intérêt dans l'investissement dans l'art. Est-ce qu'il y a aussi un intérêt fiscal? Oui, évidemment, évidemment qu'il y a un intérêt fiscal. Il y a des avantages et des inconvénients. Certains avantages, c'est que évidemment, selon où on est basé, si on est en France, si on est à l'étranger, si on est mobile, les œuvres d'art se déplacent relativement facilement. Elles ne sont pas toujours soumises à des impôts de succession. Maintenant, c'est vrai qu'une œuvre d'art, ça se découpe pas en morceaux, donc au moment de succession, c'est peut-être un peu plus compliqué à rediviser. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, ça reste un bon investissement assez stable. Si c'est fait correctement, je pense que ça permet de placer son argent de manière assez sécurisée. Quand on voit l'évolution parfois des marchés, et cetera, on peut revenir et parfois c'est un des arguments qu'on a pour essayer d'amener des personnes qui travaillent, que sais-je, dans la bourse ou dans l'immobilier, et pour investir dans des œuvres d'art. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment quelque chose, ils achètent vraiment quelque chose. C'est pas un concept, c'est pas des idées, c'est pas des courbes sur un écran d'ordinateur. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui plaît et qui est assez convaincant aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Tout à fait. Alors, c'est très intéressant et je suis très content qu'on puisse parler de cet argument plus financier d'investissement avec vous, Jean. Je vois qu'il y a de plus en plus, surtout dans le contemporain, donc, ou dans les blue chips, surtout aux États-Unis, au UK, mais ça commence à venir en France, le système des club deals. Donc, en fait, c'est des regroupements de personnes autour d'une société qui, elle, va investir dans une pièce, dans un objet d'art, pour après participer à une opération d'investissement, donc d'achat-revente.
Est-ce que c'est quelque chose qui commence à arriver, que vous voyez vous aussi autour de l'art asiatique ou pas encore? Ou sinon c'est une bonne idée, à développer? Alors, c'est une très, très bonne idée à développer. C'est quelque chose, c'est une idée à laquelle j'ai pensé depuis longtemps parce que c'est un projet qui me tenait à cœur, qui me tient encore à cœur et que j'aimerais pouvoir mettre en place. Évidemment, ça demande, beaucoup de critères, donc je suis encore en train d'essayer de rassembler différents éléments, de rassembler les acteurs qui seraient sensibles et qui voudraient participer. C'est beaucoup plus fréquent en Asie, je pense que c'est très culturel, c'est-à-dire qu'ils sont habitués à travailler ensemble là-bas et ils ont en effet déjà en place des groupes d'investisseurs qui achètent telles pièces pour les revendre. C'est quelque chose qui est fait de manière très naturelle chez eux. On le voit beaucoup moins chez nous, peut-être parce qu'au niveau bureaucratique et administratif, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à mettre en place quand on parle de sommes d'argent assez conséquentes. Mais en effet, c'est un concept qui serait très intéressant et qui, je pense, quand j'y avais réfléchi, permettrait aussi d'accéder à des investissements dans l'art pour des personnes qui ont des moyens, mais qui ne sont pas obligatoirement dans ce domaine-là et qui n'ont peut-être pas toujours le temps aussi de s'y consacrer, de vraiment faire toutes les recherches dont on a parlé pour le collectionneur classique, et cetera. Donc, à ce moment-là, ils pourraient investir leur argent de cette manière et pouvoir même profiter d'une œuvre qui pourrait être exposée chez l'un ou chez l'autre, chez les différents investisseurs du fonds ou du groupe, jusqu'à être revendue quelques années après et pouvoir faire bénéficier la plus-value à chacun. Mais c'est vrai que ça demande, je pense qu'il faut avoir une très bonne réputation déjà, pour pouvoir, mettre en place ce genre avoir les connaissances, avoir, les bons partenaires. Il faut faire attention avec qui on va faire ça, parce que c'est vrai qu'il y a certains je pense qu'il y a certains investisseurs qui peuvent autant être assez «faciles» entre guillemets, faire confiance et puis il y en a d'autres qui vont voir ça comme un investissement purement ils vont vouloir voir leur rendement rapidement et cetera. Donc c'est peut-être mieux de collaborer avec moins de personnes, mais avec qui ça se passe bien, plutôt que d'avoir des grands groupes où l'un et l'autre vont avoir des intérêts qui vont diverger à différents moments et cetera. Mais oui, le concept est un très, très, très bon concept et je pense que c'est quelque chose, auquel il faut réfléchir. Merci Jean, c'est trop intéressant et je pense que ça va aussi intéresser, notre audience. Donc je voulais, vous demander, comment envisagez-vous, l'avenir du marché de l'art? Donc, notamment, selon vous, quels sont les plus grands défis pour, les galeries, notamment en 2024 et dans les quelques années à venir? Oui, en effet, c'est une bonne question. Très difficile de prévoir l'avenir dans quelque domaine que ce soit. Mais pour le nôtre, oui, on a parlé tout à l'heure de l'évolution du marché qui laisse de moins en moins de place, on va dire, au marché intermédiaire et qui privilégie vraiment les pièces les plus importantes. Je pense et j'ai vu que ce mécanisme s'applique aussi aux acteurs du marché. C'est-à-dire que petit à petit, je pense qu'il est de plus en plus difficile de se positionner comme un acteur moyen et de faire son métier sans essayer vraiment d'être à haut niveau. Donc, ça écume un petit peu, entre guillemets, les acteurs dans notre marché. Maintenant, évidemment, dans les années à venir, ça a déjà bien commencé, il y a l'entente entre les marchands et les maisons de vente qui va devoir absolument se faire le plus rapidement possible. Il faut qu'on garde un équilibre. Les 2 acteurs sont importants. Les commissaires-priseurs prennent une place importante dans le marché de plus en plus. Les marchands doivent aussi garder leur place. Précisons quand même que souvent les maisons de vente consultent auprès des plus grands marchands parce que c'est eux qui ont la meilleure connaissance. Donc c'est des acteurs très importants et qu'il faut les 2 doivent se protéger mutuellement face, par exemple et c'est un sujet dont, on va peut-être parler, mais face, par exemple, aux nouvelles régulations européennes qui vont être mises en place à partir de l'année prochaine. Il n'y a que dans l'Union qu'on va pouvoir, je pense, essayer de défendre les intérêts du marché de l'art en général. Eh ben justement, c'est parfait, rebondissons sur ce point-là. L'avenir du marché est aussi vis-à-vis de la réglementation européenne. Anthony Meyer, votre confrère, me disait: «Orna, on risque que le marché européen soit tué. Il n'y va pas par 4 chemins». Quelle est votre, position? Je pense pas qu'il va être tué, je pense qu'il va être délocalisé tout simplement, mais c'est pas du tout dans notre intérêt. Au fur et à mesure et de manière assez rapide, au fil des années qui vont suivre, la communauté européenne va se pauvériser au niveau des œuvres d'art. Il y aura pas de renouvellement et les acteurs du marché vont en sortir pour pouvoir faire leur métier et
de manière simple. Donc ça, c'est pas du tout dans notre intérêt. Et ça, c'est des choses il va falloir soit que ces nouvelles, régulations soient extrêmement précises. Je pense qu'elles sont, par exemple, pour lutter contre le trafic, pour diverses raisons, mais quelles qu'elles soient, il faut que ce soit précis pour répondre à ces demandes-là qui sont, en somme, à la fin, des demandes légitimes, mais ça ne peut pas, venir affecter le marché de l'art en général. Sinon, en effet, il va être complètement délocalisé. Super. C'est vrai que le marché, c'est quelque chose de fluide et c'est un peu comme l'eau. Il trouve toujours un moyen pour se faufiler et donc en fait, un maillage réglementaire va juste affecter les personnes qui, elles, sont fixes, entre guillemets, dans un endroit, les galeries, les murs et en fait, ça risque d'appauvrir tout un secteur avec tout l'écosystème qu'il y a autour. Tout à fait, tout à fait. C'est pas du tout dans notre intérêt, mais évidemment, le marché va continuer. Maintenant, on est tous très mobiles aujourd'hui, je pense, par rapport aux technologies qui sont mises en place pour la communication, pour l'envoi des images, mais aussi même prendre un avion et partir au bout du monde. On le fait, on y arrive demain, c'est très facile. Donc, les réponses, on les a pour faire face à ces divers problèmes qui vont arriver. Mais essayer de réfléchir à 2 fois parce que je ne pense pas que ce soit du tout dans notre intérêt. C'est pas non plus dans l'intérêt du marché de l'art en Europe et de la richesse culturelle de nos pays européens. Merci beaucoup, Jean. Et vous parlez de technologie, d'innovation, de numérique. Alors, tout d'abord, est-ce que vous-même, avec votre activité, vous vous servez, vous le mentionnez au tout début de l'interview, vous vous servez des technologies pour accélérer, optimiser votre activité? Première question. Et de l'autre, c'est est-ce que vous voyez la technologie, l'innovation, on parle parfois de blockchain, de certification intelligente. Est-ce que vous y voyez aussi des moyens pour atténuer tout ce qui va arriver d'un point de vue réglementaire? Alors oui, c'est un bon parallèle en effet et c'est tout à fait possible. Tout comme avec les monnaies, il y a ces crypto-monnaies qui ont été inventées pour pouvoir un petit peu, je pense, ne plus subir des régulations qui sont parfois un peu trop drastiques. Il est possible que ça puisse s'appliquer aux œuvres d'art. Maintenant, c'est vrai que les œuvres d'art, ça reste quelque chose de physique. Donc, il y a le déplacement de ces œuvres qui est soumis à certaines conditions qui, si elles deviennent compliquées, ça sera de toute évidence, ça impactera quand même le commerce. Mais non, pour ce qui est de l'innovation et des technologies, on a tous les classiques outils d'analyse qui sont mis en place. C'est quelque chose que moi, j'utilise avec grande parcimonie, mais parfois pour rassurer des clients, etc. Et c'est bien que ça évolue, et que c'est quelque chose en plus, c'est un petit plus. Le test de thermo, le carbone 14, on a maintenant des tests de composition des métaux qui est assez intéressant puisque ça permet vraiment de voir s'il y a des métaux modernes dans une pièce, donc de pouvoir la disqualifier, entre guillemets, ou de voir si il nous manque encore, je pense, dans ce domaine-là, peut-être certains musées ont accès à ou ont fabriqué des bases de données, mais il nous manque, voilà, accessible au public, des bases de données avec les compositions type de tel et tel métaux, selon les époques, selon les régions du monde, et cetera. Mais quand tout ça sera bien mis en place, je pense que ce sera un outil qui sera assez utile. Maintenant, il y a aussi une influence des technologies dans la production de copies. Donc il faut bien se méfier de ça aussi et rester, à jour pour savoir ce qui se fait, savoir quelles sont les technologies qui sont utilisées et pouvoir vraiment déceler tout ça. Oui, beh oui, évidemment, ça je pense que tout comme dans l'art asiatique, ça doit s'appliquer aussi dans l'art ancien, du bassin méditerranéen. C'est-à-dire que les technologies évoluant, les faussaires arrivent à faire des pièces de plus en plus précises, de plus en plus, ressemblantes, on parlait de la composition des métaux, à recopier les compositions de métaux anciennes, et cetera, et cetera. Donc, il faut bien garder tout ça en parallèle pour pouvoir être à jour. Maintenant, pour le dernier sujet, ce qui est de la blockchain, je pense que c'est un plus. On en est vraiment aux prémices. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui va évoluer très, très vite au sein du marché de l'art ancien. En revanche, de toute façon, la pièce, avant de pouvoir avoir son certificat sur la blockchain, et cetera, doit être authentifiée par quelqu'un de reconnu physiquement, au départ. Et ensuite, une fois qu'elle a accès à ça, oui, c'est un plus, évidemment. Est-ce que ça va nous permettre des grandes avancées? J'en suis pas encore certain, mais à voir. Tout à fait. Ben, super, merci beaucoup. Une dernière question, Jean, et on arrive vers la fin de l'interview. Les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux, notamment Instagram, vous ont permis de mieux faire connaître votre activité,
pouvoir booster votre visibilité en vous permettant donc de développer commercialement l'activité. Vous y voyez une vraie stratégie à appliquer ou c'est quelque chose d'annexe qui n'a pas trop d'importance? Je pense que ça permet tout simplement une visibilité accrue et à partir du moment où on a une visibilité qui est augmentée, on touche un réseau de clientèle plus vaste. Donc moi, j'ai vraiment des exemples concrets. Je ne veux pas dire que ça m'est indispensable, mais oui, ça m'est arrivé de, pouvoir, accéder à certaines, opportunités ou acquérir de nouveaux clients directement grâce aux réseaux sociaux, que ce soit par exemple avec, un confrère avec qui je travaille maintenant depuis quelques années au Chili et qui littéralement m'a trouvé sur Instagram. On a commencé à discuter, on a depuis fait des affaires ensemble, et on a développé une relation. Ça m'est aussi arrivé avec un collectionneur en Côte d'Ivoire. Et c'est des personnes avec qui je travaille maintenant depuis plusieurs années sans jamais les avoir rencontrés physiquement, mais avec qui on a une relation de confiance qui s'est bâtie et c'est vraiment grâce à ça. Donc oui, c'est utile. Bien sûr, certains des commissaires-priseurs avec qui je travaille aujourd'hui dans le domaine de l'expertise ont été, c'est des petites discussions qui ont commencé pareil sur Instagram. Donc oui, c'est bien sûr, c'est utile, c'est un outil comme un autre. Après, est-ce que moi-même je l'utilise à 100% des capacités et est-ce que je pourrais en bénéficier plus? Certainement, mais c'est vrai que je m'en sers parmi d'autres outils et ça m'est fort utile. Aujourd'hui, on peut faire des choses même plus importantes avec, mais voilà, c'est une question de choix aussi. Comment est-ce qu'on veut travailler? Est-ce qu'on veut travailler entièrement en digital et dématérialisé ou est-ce qu'on aime quand même encore se déplacer, faire des rencontres, et cetera, et cetera? Super, merci beaucoup. Jean, est-ce que vous avez une lecture, une lecture sur le monde de l'art à conseiller à notre audience? Alors, pour mon domaine et parmi ce domaine de l'art asiatique, je ne pense pas qu'il y ait de lecture vraiment pertinente qui soit trop générale. Donc, on va aller vers un domaine qui me fascine et qui, je pense, est assez intéressant pour beaucoup. Ça va être vraiment la partie des porcelaines. Et pour ce qui est des poteries et des porcelaines, on a un ouvrage qui s'appelle Les poteries et porcelaines chinoises, qui a été écrit par Daisy Lyon Goldsmith. Il date de 1957, donc c'est pas tout jeune. Et c'est publié par L'Œil du collectionneur. C'est un petit ouvrage que j'avais lu assez tôt en m'intéressant à ce métier et qui permet vraiment de décortiquer, de comprendre l'esprit d'un collectionneur, comment regarder une pièce, comment l'apprécier. Est-ce qu'on doit d'abord la toucher, puis la retourner, puis ça donne l'ordre, ça propose un ordre. Ça n'est pas obligatoirement la seule manière, mais c'est une manière d'appréhender une pièce pour l'étudier qui est, je pense, assez juste et qui offre vraiment un regard sur les porcelaines qui permet de développer une appréciation. Donc ça, c'est absolument un livre que je conseille aux personnes qui viennent me voir en me demandant: «Ah, par quoi est-ce que je pourrais commencer?» et cetera. C'est un bon livre technique, mais c'est aussi un bon livre pour développer une passion naissante. Ensuite, on a un ouvrage qui sort annuellement, auquel je pense parce que pour les acteurs du marché ou quelqu'un qui est intéressé par ce marché de l'art, c'est un ouvrage qui est très utile. Il s'appelle le Chinese Art Auction Records. Donc, c'est un petit pavé qui sort une fois par an et où il y a tous les records dans toutes les plus grosses maisons de vente internationales, voire même parfois une petite maison quand ils ont une pièce en main qui fait un grand record à ce moment-là. Et on se retrouve avec classé par domaine, le mobilier, les jades, les porcelaines, les bronzes, les cloisonnés, et cetera. Tout est classifié par record de maison de vente aux enchères. Donc ça permet vraiment de se tenir à jour des prix, du marché, et de l'évolution des modes entre guillemets. Donc ça, c'est publié par CANS. CANS, qui est Chinese Art News, c'est un groupe. Leur site web, c'est cansarts.com. Donc c'est vraiment un ouvrage intéressant pour celui qui s'intéresse à ce marché. Et évidemment, un collectionneur, je m'adresse peut-être plus à des personnes, à des collectionneurs naissants ou des personnes dont l'intérêt est jeune. Mais c'est vrai qu'un des conseils que je donne toujours au début, c'est de s'abonner au catalogue des grosses maisons de vente internationales. On a pour l'art asiatique 4 entre guillemets, semaines de l'art asiatique par saison. Donc à New York tout d'abord, à Hong Kong, à Londres et ensuite à Paris. Et ce, par exemple, mars, avril, mai, juin, et puis de nouveau septembre, octobre, novembre, décembre.
dans chaque saison, chaque semaine de l'art asiatique, il y a des grandes maisons qu'on connaît tous, Christie, Sotheby's, imaginons Bonhams aussi. Ils font des ventes avec des pièces assez exceptionnelles. On s'abonne à ces œuvres, on les regarde avant les ventes, on annote les catalogues après les ventes. Et ça permet vraiment en 1 an, 2 ans, 3 ans d'éduquer son œil, d'éduquer son goût et de comprendre un petit peu le marché, etc. Donc, c'est quelque chose de très utile. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Jean. Merci pour tous ces conseils. Merci pour nous avoir donné un sneak peek, une vision de votre métier, de votre quotidien. On sera tous ravis d'écouter cet épisode. Merci beaucoup, c'était un plaisir. J'espère à très bientôt. Absolument. À bientôt, Jean. Merci. Bonne journée. Merci, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à noter Rosantico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Rosantico est un podcast produit par Winkelmann & Co, société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelmann.co. Merci et à bientôt.